manchettes. Une nouvelle chaire de recherche sur la croissance de la forêt boréale à l'UQAC. Le président du Conseil du Trésor et Julie Dufour ne s'entendent pas sur les frais de dépenses électorales. Bonsoir, Mesdames, Messieurs, et bienvenue à ce web-journal du 17 janvier 2017. L'Université du Québec à Chicoutimi a annoncé aujourd'hui la création d'une nouvelle chaire de recherche industrielle sur la dynamique et la croissance de la forêt boréale. L'investissement totalisera 3,5 millions de dollars et visera une meilleure connaissance des impacts de la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Derek Doherty y était. Ce sont à la fois le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, la forestière Produits forestiers résolus, l'Université du Québec à Chicoutimi et sa fondation, ainsi que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui se divise cet octroi de 3,5 millions de dollars. Le président et chef de la direction de PFR, Richard Garneau, voit aussi d'un bon œil la collaboration entre les instances gouvernementales, le milieu universitaire et l'industrie. Vous savez, la première pensée que j'ai, il y a 60 000 emplois directs et indirects dans l'industrie forestière au Québec. La croissance d'un mètre cube de bois, là, ça capture à peu près une tonne de dioxyde de carbone. Quelque chose qu'on ne comprenait pas. Maintenant, on commence à le comprendre. Ça, dans cette recherche-là, ça va attirer des étudiants aussi, parce qu'on sait que la forêt, là, c'est le futur. En outre, le recteur de l'UQAC, Martin Gauthier, s'est avoué satisfait de l'engagement des différents intervenants. Et je pense qu'Hubert était mature, prêt à relever ce défi de créer la première chaire en écologie végétale accordée à un chercheur de l'UQAC à une hauteur de 3 555 000 dollars. Tout ce qui est situé au nord du lac Saint-Jean, en bas du 50e parallèle, est actuellement touché par l'épidémie. C'est quand même des vastes territoires. Donc, en regardant ce qui s'est présenté dans le passé, on peut peut-être mieux expliquer, puis mieux appréhender ces épidémies-là. Malgré tout le travail que cette chaire de recherche promet de réaliser, beaucoup de défis attendent l'industrie forestière ainsi que les instances qui font de la recherche dans ce domaine. Ici Derek Doherty pour ATM Nouvelles à Saguenay. Le centre multisport d'Alma sera prêt pour le début des Jeux du Québec dont l'inauguration se fera lors de la cérémonie d'ouverture des compétitions le 24 février. La livraison provisoire est prévue pour la fin janvier et les ajustements et les vérifications seront faits par la suite. C'est l'entrepreneur Unibec de Dolbeau-Mistassini qui avait été mandaté pour la construction du centre sportif dont le budget est de 12 500 000 $. En réplique à la conseillère Julie Dufour, le président du Conseil du Trésor de la Ville de Saguenay, Jean-Yves Provencher, précise que l'emprunt de 100 000 $ pour les dépenses électorales est une pratique courante au Québec. Jean-Yves Provencher, déçu de l'ignorance de la conseillère sur le sujet, soutient que les frais supplémentaires sont 50 % moins élevés que ce que la conseillère prétend. Julie Dufour, fortement en désaccord, reste toutefois sur sa position. Après avoir fait une vingtaine de consultations auprès de plusieurs municipalités comme Montréal, Gatineau ou Longueuil, elle a eu la confirmation que cette pratique d'emprunt n'est pas aussi fréquente que ce que prétend M. Provencher. Les frais qu'elle qualifie de gaspillage, peu importe le montant, sont selon elle des dépenses faciles à prévoir dans un budget. Les directeurs généraux de Jonquière en musique et du Festival des rythmes du monde, Alain Tremblay et Robert Hakim, accueillent à bras ouverts l'augmentation du budget de soutien aux festivals et événements annoncé hier par le ministère du Tourisme, Julie Boulet. Une augmentation qui fait passer l'enveloppe destinée à ce programme de 75 à 110 millions de dollars. Francis Laroche, l'annonce a fait des heureux dans la région. Bien, effectivement, parce qu'il faut savoir que ça faisait près de 15 ans qu'il n'y avait pas eu d'augmentation au niveau du ministère du Tourisme. Donc, ils étaient très contents. D'ailleurs, le directeur général du Festival des rythmes du monde, Robert Hakim, qu'on connaît tous, se dit très heureux de cette annonce. Justement, on l'écoute. Je pense que l'hémorragie a été contenue. Puis là, on voit qu'il y a des budgets supplémentaires. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la région, pour les événements régionaux aussi.
Mais concrètement, qu'est-ce que ça représente pour les organisations de la région? Eh bien, en fait, on a prévu dans cette augmentation près de 10 supplémentaires qui seront destinés simplement dans les régions, donc qui n'iront pas dans les grands centres, ce qui est quand même assez bien. Puis il faut savoir que les subventions gouvernementales, ça représente une grande partie du budget des événements qui comptent beaucoup sur les subventions pour fonctionner et pour offrir leurs services. D'ailleurs, le directeur général de Jonquière en musique, Alain Tremblay, souligne l'axe régional qui a pris cette subvention. On peut l'écouter. L'argent du Québec, elle vient aussi des régions. Là. Il y a 60 du budget du ministère du Tourisme qui vont en subvention, qui allait à Montréal et au Festival d'été de Québec dans le bout de Québec. Alors, écoute, c'est pas beaucoup d'argent. Alors, cette année, ils ont décidé que cette alimentation-là serait réservée aux régions. Et est-ce que c'est tous les événements qui peuvent en faire la demande? En fait, pratiquement, les critères sont assez ouverts. Il y a quelques critères de base à respecter, bien sûr, mais ce qui est vraiment important, sur quoi on axe, c'est l'indice de performance du festival. Alors, ça, c'est combien le festival va apporter de touristes dans la région. On le sait, c'est vraiment eux qui vont compter. On dit même que quand un touriste dépense 1 $ dans un festival, il dépense au total 4 $ dans la région. Donc, c'est un peu sur cet indice-là qu'on veut se baser pour donner les subventions, pour les offrir. OK. Et pour s'inscrire, les organisations ont jusqu'à quand? En fait, ça a commencé hier, le 16 janvier, et ça se poursuivra jusqu'au 17 février. Les organismes vont recevoir, bien sûr, la réponse en mai prochain, mais ça augure très bien pour la saison estivale qui s'en vient et les festivals. Merci beaucoup, Francis. L'identité de la victime de l'accident survenu sur la route 167 dans le parc de Chibougamau hier est dévoilée. Il s'agit de l'Almatois Sylvain Bouchard. L'homme de 45 ans est mort dans une collision frontale survenue dans une courbe. L'alcool n'est pas en cause et il n'y a pas d'autres victimes. Les agriculteurs de la région ne prévoient pas bloquer les sentiers de motoneige pour protester contre la hausse de leur compte de taxes de 10 à 50 % en 2017. Ces manifestations étaient proposées par l'Union des producteurs agricoles partout à travers le Québec. Le président de la Fédération régionale, Mario Théberge, confirme que l'organisation n'entend pas nuire à l'industrie de la motoneige, mais que d'autres protestations seront faites. Le dernier Conseil national du Parti québécois s'est déroulé en fin de semaine dernière au Centre des congrès de Québec, réunissant quelques 500 militants. Cette rencontre a permis de jeter les bases en vue de prochaines élections générales. Ma collègue Evelyne Auger s'est entretenue plus tôt dans la journée avec le président du PQ du comté de Chicoutimi, Normand Letendre. Bonjour, Monsieur Letendre. Bonjour. Bonjour. Alors, quelles ont été les idées qui ont été le plus discutées durant la fin de semaine? Bon, évidemment, il y a plusieurs éléments, mais je dirais que l'élément central, ça a été entour du nationalisme économique, qui était un des points d'ancrage que M. Lisée a voulu mettre en évidence. Et il y a été question du Best Québécois Act. Qu'est-ce qu'il y en est plus précisément? En fait, l'intention de ça, c'est qu'au Québec, on fasse la même chose que nos amis américains, qui ont le American Buy Act. Et on veut aussi favoriser l'économie du Québec, c'est-à-dire qu'on voudrait que les organismes gouvernementaux, les grandes entreprises, favoriser tout le monde à ce qu'on favorise les fournisseurs du Québec, a priori, comme les Américains le font actuellement. D'accord. Et plus précisément, ce qui s'est passé avec Rona, Saint-Hubert? Bon, un des points forts que le Parti québécois veut mettre en évidence à la reprise du pouvoir, c'est de travailler très, très fort pour éviter les évasions des sièges sociaux, comme il nous est arrivé avec Alcan, avec Rona, et de se battre beaucoup plus fort que ce que les libéraux ont fait dans le cas de Rona, par exemple. D'accord. Et êtes-vous surpris qu'il n'y ait pas de référendum dans un premier mandat? Non, non. Je pense que les discussions, lorsqu'il y a eu la course à la chefferie, ont été assez claires. Les gens en ont entendu parler beaucoup. Et M. Lisée était élu avec cet engagement-là. Je pense que les gens l'ont fait sciemment, puis il est rentré avec une forte majorité de votes. Donc, d'ailleurs, les médias, comme je le disais en fin de semaine, s'attendaient un peu à ce qu'il y ait de la bousculade sur ce sujet-là, alors que tout s'est très, très bien passé. Tout était au calme, et je pense que tout le monde est dans le rassemblement. D'accord. Et comment est-ce que les militants prennent ça? Bien, moi, ce que j'ai vu, c'est comparativement à d'autres congrès que j'avais assistés ou d'autres CNPP que j'avais assistés, il y a une vision de rassemblement, il y a une meilleure structure qui est en train de se mettre en place. Puis je sens un enthousiasme de la part de l'ensemble des circonscriptions pour dire, OK, on est en train de développer un plan
Et pour vous montrer, on va travailler beaucoup sur cette base-là. Et ça, à mon point de vue, ça fait que les gens vont se rassembler alentour de ce document-là, le décortiquer, le travailler, l'élaborer, le détailler davantage en fonction des différentes régions. Et ça met les gens au travail sur des points précis plutôt que de s'évaser un peu partout là. D'accord. Et avez-vous discuté en coulisses de la possibilité pour Martine Ouellette d'être à la fois la chef du Bloc québécois et une députée du Parti québécois? Oui. Son organisation, moi j'ai bien senti, à tout le moins que son organisation, des gens de son entourage, on en profité pour tâter un peu le terrain là, chez les présidents, les organisateurs des différentes circonscriptions. Oui, il y en a été question. Mon point de vue, c'est que son idée semble assez faite, là. Mais je ne suis pas sûr que l'ensemble des membres et même, je dirais, des présidents soient tout à fait à l'aise du fait qu'elle garde son siège comme députée et qu'elle annonce prendre de quoi sa chefferie au Bloc. Il y a une réflexion de sa part, là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va décider, mais elle semble dire que d'ici quelques semaines, elle devrait annoncer son point de vue. D'accord. Et en fin de semaine, il y a eu le conseil du Parti québécois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail en quoi ça consiste? En fait, en fin de semaine, c'est le conseil, là, on appelle ça le CNPP, c'est le Conseil national des présidentes et présidents. Donc, à la base, ce sont une rencontre de tous les présidents de circonscriptions du Québec qui amènent avec leurs organisations, peuvent avoir 4, 5, 6 délégués avec eux. Et on élabore, justement, on donne notre position sur les documents de base. Parce que là, maintenant, on s'en va vers un grand congrès national qui n'a pas eu lieu depuis 2011. Et ce document-là va être l'élément de base pour la prochaine campagne électorale et éventuellement devenir le programme du Parti québécois. Donc, le CNPP voulait être la base de lancement pour la préparation des congrès de chacune des circonscriptions. Donner un peu les orientations, donner les façons de faire, parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux. C'est assez complexe, je dirais, et ça va demander beaucoup de travail. Donc, le conseil en fin de semaine, c'était vraiment, le but était de diffuser ce document-là qui est essentiel et que les gens se fassent une idée puis commencent à travailler sur ce document-là. Puis qu'est-ce qui va se passer d'ici au mois de septembre? Bon, d'ici au mois de septembre, si je prends par exemple la circonscription du Saguenay-Lac-Saint-Jean, chacun des comtés, Jonquière, Chicoutimi, Dubuque, Robertval, Alma ou Lac-Saint-Jean, vont organiser un mini-congrès de chacune de leurs circonscriptions sur la base de ces documents-là, vont amener de la substance à partir de leur réalité politique et de leur réalité économique, socio-économique. Donc, nous, on est en train de préparer, organiser des congrès dans chacune des circonscriptions et qui doivent avoir lieu au mois de mars. Et après ça, il faut préparer pour le grand congrès du mois de septembre pour arriver arriver avec un certain nombre de propositions et finaliser le document dans les 3 jours du congrès qui aura lieu probablement dans la région de Montréal. D'accord. Je vous remercie, M. Letendre. Bien, ça a été un plaisir. Merci de votre invitation. Le nouveau directeur général du Cégep de Jonquière, Rénal Thibault, souhaite solidifier les liens entre l'établissement et ses partenaires en faisant de la gestion de proximité. Celui qui est entré en poste le 3 janvier veut visiter les départements du collège pour s'imprégner de leur culture et ainsi mieux les comprendre. Amélia Chasseur-Chartier, comment se sent-il en tant que nouveau directeur général? M. Thibault ressent de la pression face à son nouveau poste, mais est tout de même emballé par ce défi. Il souhaite donner le meilleur de lui-même et ne pas décevoir ses collègues. Son but est de faire en sorte que les élèves aient un séjour au cégep agréable. Et pourquoi a-t-il accepté le poste au cégep? Pour lui, c'est un retour en région, car le dernier poste qu'il a occupé était le directeur général de la commission scolaire Marie-Victorin à Montréal. Il avait déjà occupé ce même poste à la commission scolaire de la Jonquière pendant quelques années et il a côtoyé le cégep de Jonquière et son organisation. Donc, l'administration du cégep n'était pas un terrain inconnu. Lorsque l'opportunité s'est présentée, il s'est dit que c'était une belle occasion de rejoindre une équipe très mobilisée et engagée. On écoute ce qu'il y a à dire à ce sujet. Et je pense qu'avec la gang de cerveaux réunis ici au Cégep de Jonquière, y compris ceux des étudiants, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas capable, avec ce qui a déjà été mis en place par les DG précédents, par le travail de complicité, de complémentarité avec le conseil d'administration, d'amener le Cégep encore un peu plus loin.
Et quels sont ses objectifs pour l'année 2017? Il souhaite que les étudiants persévèrent, qu'ils réussissent mieux et qu'il y ait un beau climat de travail. Il prévoit être présent et engagé au cégep et solidifier les liens entre les organismes et le collège. Selon lui, le cégep a de nombreux partenaires régionaux et extra-régionaux et c'est fondamental de les régionaliser. Et rapidement, où voit-il l'établissement dans 5 ans? Il voit l'établissement comme qui a connu un accroissement de la clientèle parce que les créneaux d'excellence vont avoir été reconnus, un cégep qui va connaître un rayonnement international grâce aux initiatives en place et qui va être plus attractif grâce aux reconnaissances qui ont été accordées. Merci beaucoup, Amélia. Ça m'a fait plaisir. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, soutient que la centralisation vers Québec des chirurgies liées au cancer de l'œsophage ne sera que bénéfique pour les patients. Selon lui, les malades recevront de meilleurs traitements grâce à une équipe spécialisée. Ces chirurgies étaient auparavant effectuées à Saguenay. Le député du Parti québécois de Jonquière, Sylvain Gaudreault, avait déploré la situation, mais M. Barrette soutient qu'il ne s'agit pas d'une décision d'intérêt politique, mais d'intérêt du patient. Le conseiller Jacques Cléry se présentera avec le Parti des citoyens aux élections municipales en novembre prochain. Il a fait cette annonce hier lors de la séance du conseil municipal. Dimanche, il avait déclaré de ne pas adhérer au parti, mais il est revenu sur sa décision, justifiant qu'il était peut-être allé trop vite en affaires. Il songeait également à se présenter à la mairie, mais son manque d'appui ne lui prédisait pas la victoire. Place Ma Vie Saguenay a enregistré un record la semaine dernière avec les 240 dons en seulement 2 jours. L'organisation du Saguenay s'approche peu à peu de son objectif de 20 000 dons pour mars prochain. Voici un reportage de Samy-Nicolas Lévesque. Donc, un cégep excessivement présent, un cégep phare, non seulement pour la région, mais pour tout le Québec. Place Ma Vie Saguenay a eu droit à un retour très chargé au retour des fêtes. En seulement 2 jours, l'organisation a récolté un total de 240 dons, ce qui est un record chez Place Ma Vie. Il faut savoir que depuis son ouverture en juillet 2015, Place Ma Vie Saguenay a accueilli un très grand nombre de gens. Que ce soit des jeunes, des adultes ou des personnes âgées, Place Ma Vie Saguenay possède ses propres donneurs quotidiens. C'est le cas de cette retraitée qui en est à son 50e don. Presque une fois par semaine, cette dame vient faire des dons de plasma pour faire son bénévolat, comme elle le dit si bien. Parce que c'est utile, beaucoup de gens en ont besoin, puis ma soeur, entre autres, avait eu besoin de plasma quand elle a fait un Guillain-Barré. C'est une belle motivation, mais j'ai toujours donné du sang. Pour inciter plus de gens à faire des dons, Place Ma Vie Saguenay utilise le défi +1. Ce défi consiste à faire le même nombre de dons qu'en 2016, sauf que pour 2017, il faut rajouter +1. Du même coup, ils espèrent atteindre leur objectif de 20 000 dons en seulement 1 an. Même s'il manque encore plusieurs dons et que cette année se termine en mars prochain, Place Ma Vie Saguenay espère fort atteindre leur objectif. Ça doit être le congé des fêtes. On a été fermés pendant presque 2 semaines, pendant le temps des fêtes. La semaine avant les fêtes, on a eu beaucoup de monde. Tout le monde voulait venir donner avant le temps des fêtes. Fait que là, après ça, quand on revient de congé, je vous dirais qu'on a toujours un peu plus de gens. La participation des gens, en fait. C'est ici, au Saguenay, il y a une très grande participation des gens aux collectes. Il reste maintenant 3 mois à Place Ma Vie Saguenay pour obtenir son objectif de 20 000 dons en 1 an. Espérons que ceux-ci récupéreront les 9 000 dons qui leur manquent. Samy-Nicolas Lévesque, ATM Nouvelles, Saguenay. Janvier 2017, c'est le mois des résolutions où plusieurs personnes vont choisir de se tourner vers les services de coach de vie pour atteindre leur but. Laurie Trottier s'est entretenue avec l'une d'entre elles, Roxane Louineau. Bonjour, Mme Louineau. Bonjour, Laurie. D'abord, quel est le rôle d'un coach de vie? Le rôle d'un coach de vie. Principalement, un coach, ça va accompagner quelqu'un. On fait une analogie que j'aime beaucoup, on est comme un chauffeur de taxi. Donc, nous, on est le chauffeur. Donc, si quelqu'un embarque et qu'il ne nous dit pas où il va, on ne sait pas où aller. Donc, on travaille avec la personne avec des objectifs. Donc, le coaching, c'est très positif. On est beaucoup plus dans le présent, dans l'action. En gros, c'est à peu près ça pour le coaching de vie. Et là, on est en janvier. Quelles sont les bonnes résolutions à prendre là, pour commencer l'année du bon pied? Il n'y a pas de bonne résolution. Je te dirais que la bonne résolution, ce serait de respecter vos résolutions. Il va y avoir toutes sortes de résolutions. Ça va dépendre de chaque personne. Parce que dans le côté PNL, j'ai parlé du coaching, le côté PNL, c'est sûr qu'on travaille beaucoup avec le modèle du monde. Donc, on considère que chaque personne, par rapport à son vécu,
Donc, par rapport à ses origines, par rapport à tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, elle va être unique et elle va avoir une façon de penser différente de la personne à côté d'elle. Donc, c'est sûr que je ne peux pas dire qu'il y ait une résolution en particulier. Ça va vraiment ça va vraiment être avec la personne. C'est quoi que elle, qu'est-ce qui est important pour elle? Parfait. Et quelles sont les résolutions d'ailleurs qui sont plus fréquentes? C'est sûr qu'il y a beaucoup au niveau de la santé. Perdre du poids, se réveiller de bonne heure. C'est beaucoup des choses qu'on va voir au niveau du travail aussi, des changements de carrière, justement même des étudiants. Qu'est-ce qu'ils voudraient faire exactement, où c'est qu'ils pourraient s'en aller. C'est un petit peu des choses qu'on peut voir. Et comment on fait pour les atteindre, ces objectifs-là? Pour atteindre les objectifs, donc c'est ça. Moi, j'utilise la PNL en tant que coach de vie parce qu'il y a les coachs de vie en général, mais il y a la PNL. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Donc, c'est les programmes, c'est tout ce qui s'est encodé en toi depuis que tu es tout jeune, neurologiquement. Et linguistique, c'est la façon dont ça s'exprime. Donc, ça va s'exprimer par ton verbal, ton non-verbal, par tes réflexions. La question était? Oui, en fait, les résolutions, lesquelles qui sont les plus fréquentes, puis comment on le fait pour les atteindre? Oui, c'est ça, pour l'atteinte de ces objectifs-là, oui, voilà. Atteindre les trucs. Donc, on va y aller. Ce qu'on va faire, premièrement, c'est qu'on va établir l'objectif avec la personne. Ça paraît simple comme ça, mais il faut travailler. Ça peut prendre une séance, 2 séances même pour savoir c'est quoi l'objectif de la personne. Fait qu'on va s'assurer qu'il respecte l'écologie. L'écologie, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'inconvénient pour lui, le client, et pour son entourage, principalement. Après ça, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en ligne de compte donc, pour l'atteinte de cet objectif-là. Donc, on s'assure qu'il soit donc écologique, qu'il soit réaliste pour la personne. Puis après ça, on va utiliser donc, pour ma part, les outils de la PNL. Donc, ça va être des interventions. On va beaucoup travailler avec le subconscient de la personne. On va aller chercher des choses qui sont plus ou moins enfouies. Puis, on va travailler avec les métaphores aussi, entre autres. OK. Donc, c'est à peu près ça. On est tout le temps dans l'action. Et est-ce que c'est tous les coachs qui travaillent de la même façon? Non, parce que comme je te dis, en coaching de vie, il y a vraiment plein de sortes de coachs de vie. Donc, moi, j'ai la PNL. Il y en a, c'est juste relation d'aide. Donc, je ne connais pas exactement toutes les choses qu'il y a. C'est comme un petit peu dans la psychologie. En psychologie, il y a toutes sortes de façons de faire. Il y a la psychologie humaniste, différentes choses. Donc, chaque coach va avoir sa couleur. Puis même en PNL, j'en parlais, chaque coach va avoir aussi une couleur à lui. Donc, même si tu vas avoir un coach en PNL et tu vas en avoir un autre, il peut avoir des façons de travailler qui vont être complètement différentes. Donc, ça va y aller avec sa couleur. Moi, mon côté, c'est mon côté empathique, ma sensibilité. Fait qu'un autre, ça va être autre chose. On va toujours travailler avec la créativité, faire ressortir la créativité aussi chez nos clients. Et on entend souvent parler du phénomène des gens qui s'autoproclament un peu coach. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes-là? Bien, c'est sûr que ça nuit beaucoup à nous autres coachs qui sommes formés. Donc, c'est sûr que je ne dis pas que tous les coachs qui n'ont pas de formation sont mauvais. Je ne veux pas dire ça. C'est sûr qu'il y en a des bons. C'est sûr qu'il y a des personnes innées qui ont ces capacités-là à aider les gens. Par contre, c'est sûr que oui, il y a des personnes qui vont profiter de ce titre-là, qui n'est pas reconnu en tant que tel. On n'a pas d'ordre pour les coachs, contrairement aux psychologues, aux psychothérapeutes. Donc, c'est sûr qu'il faut faire très attention. L'idéal, c'est de premièrement regarder si la personne a une formation en coaching de vie, PNL ou autre. Et ensuite, c'est sûr qu'on peut aussi aller voir au niveau des accréditations. Des certifications plus qu'une accréditation. Certifications comme en coaching de vie, il y a c'est l'International Coaching Federation. Okay. C'est ça. Parfait. Bien, merci beaucoup, Mme Louineau. Bien, merci à toi. Maintenant, à la météo, Marie-Pierre Leboeuf, on peut s'attendre à un redout surprenant pour le mois de janvier? Oui, Rosalie, c'est un redout majeur qui se fera sentir dans les 2 prochaines semaines sur la province. Et ça se fait déjà sentir au Saguenay. On garde toujours, bien entendu, la tuque et les mitaines, mais les températures iront en
en augmentant dans les prochains jours. Après la chute de neige d'hier et les températures clémentes auxquelles on a le droit aujourd'hui et demain, c'est les journées parfaites pour les sports d'hiver pour ceux qui en ont l'occasion. Aujourd'hui, on a eu droit à une journée ensoleillée, partiellement dégagée. En ce moment, c'est moins 10 degrés qui se fait sentir et des rafales de vent qui vont jusqu'à 15 km/h. Demain, comme je le disais, les températures iront à la hausse avec un moins 7 degrés en après-midi, moins 8 degrés en soirée et on peut s'attendre à quelques flocons de neige, mais aucune accumulation majeure sur le sol. Et pour nos voisins du lac Saint-Jean, c'est sensiblement la même chose avec un moins 13 degrés pour ce soir, moins 6 degrés demain avec des rafales de vent qui pourraient aller jusqu'à 18 km/h et également quelques possibilités d'averses de neige demain, mais aucune accumulation majeure encore une fois. Donc Rosalie, les frileux seront bien servis dans les prochains jours. Merci Marie-Pierre. Quant à vous à la maison, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain. Au revoir.